C'est parti. Bien, merci d'être présent. Donc, comme vous vous en rendez compte, le contexte actuellement est vraiment très concerné par une crise. Et depuis le début de la semaine, on entend parler à droite à gauche de relancer l'activité. Donc, l'objet de cet webinaire aujourd'hui, c'est justement de vous donner quelques pistes, quelques lignes directrices que j'ai pu déjà mettre en œuvre et entendre aussi de droite à gauche pour maîtriser ce double sujet finalement. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, et aussi à utiliser le chat, hein, qui est disponible sur les petits menus en bas. Pour comme ça, si vous avez des questions à poser, vous pouvez au moins les mettre sur le chat et quand je sens le bon moment d'y répondre. Alors, comment ça va se passer? Donc, au programme, une petite intro sur le sujet de la crise. Ensuite, je vais me présenter et je vais vous demander qui vous êtes, au moins pour que tous on soit à peu près au bon niveau. On va aborder le sujet gérer une crise. Alors, je vais couper. Tac, on va faire comme ça. Puis le sujet relancer l'activité, mais on verra qu'ils sont quand même très liés les uns les autres. Une phase d'échange, puisque moi je le dis souvent, bon j'ai 43 ans mais j'ai pas tout vécu, donc j'aime bien savoir aussi ce qui se passe ailleurs et faire des partages d'expériences, parce que j'estime qu'on en sortira plus riche si on est 10 à parler plutôt qu'un seul. Et puis une petite conclusion. Je reprends la main. Voilà. Alors, en introduction, donc on est en train de vivre la crise du Covid-19, ça c'est sûr. C'est une grosse crise, on ne peut pas le nier, ça c'est sûr. Comme il y en a déjà eu, euh, on a tendance à avoir assez peu de mémoire ou une mémoire très courte, mais on voit bien que si on gratte un peu, on a connu des crises pas identiques, mais avec des ampleurs tout à fait comparables. Donc, j'aime. Il y a un écho, excusez-moi, voilà. J'aime beaucoup travailler l'histoire et lire un peu ce qui s'est passé avant, et on se rend compte qu'il y a eu des crises tout à fait catastrophiques aussi dans les années passées, et qu'il serait intéressant justement de voir comment elles ont été gérées. Il y en aura encore, hein. Malheureusement, il va falloir s'habituer à ce type de crise, parce qu'on avait commencé à entendre parler d'événements climatiques, par exemple, et il y aura certainement d'autres événements biologiques également. Donc voilà, il ne faut pas considérer qu'une fois qu'on sera... Bonjour Dominique. Je- Voilà. Ouais, Je te coupe le micro le temps que je continue. Voilà, merci. Et donc il y aura encore d'autres crises de ce type-là. Donc il ne faut pas considérer qu'une fois qu'on sera sorti, on sera débarrassé, puisque on va en vivre d'autres. Et surtout, il faut raisonner au niveau de l'entreprise elle-même. Aujourd'hui, on vit une crise qui est mondiale. Donc, entre guillemets, c'est à peu près la même chose, à quelques variantes près, pour toutes les entreprises. Mais vous allez certainement, et vous avez certainement vécu, des crises qui intervenaient uniquement sur votre entreprise. Et dans ces cas-là, ben, il n'y a pas de PGE, on n'en parle jamais aux informations. En gros, personne n'en a rien à faire, sauf vous. Vous êtes dans vos entreprises avec vos salariés et vous devez gérer cette crise. Donc, il est important voilà, de prendre ce recul en se disant, bon, aujourd'hui, on a le Covid-19. Notre chance, c'est que ça concerne tous les pays, et ça concerne quasiment toutes les entreprises en France. Donc, il y a une armada d'aides qui existe. Mais qu'est-ce qui se passerait si j'avais une crise dans mon entreprise qui me concerne uniquement, hein, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'automobile, et c'est vrai que quand vous avez un rappel de parc de véhicules, 30 000 véhicules sur lesquels il faut refaire un système de freinage, eh bien, le concurrent, pendant ce temps-là, il continue à produire, hein, et il rigole bien parce que vous êtes dans la panade.
Et là, gérer une crise quand elle ne concerne que votre entreprise, ça peut être pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc il faut avoir cette hauteur de vue. Qui je suis? Avant d'aborder le sujet, donc moi j'ai travaillé longtemps dans l'industrie, hein, un peu plus de 20 ans, et j'ai encore quelques pieds dans ce métier-là. Et lorsque j'étais salarié dans l'industrie, j'étais notamment en charge de fournisseurs français et internationaux, euh, coordonner l'action de ces fournisseurs pour répondre à un certain nombre de donneurs d'ordre qui ont des exigences plus ou moins extraterrestres. Et donc j'étais régulièrement dans la position de savoir comment faire travailler une petite entreprise, française, allemande, slovaque, qui n'a pas forcément envie de travailler avec vous d'ailleurs, mais comment les aligner sur les exigences d'un donneur d'ordre qui de toute façon a mis ses consignes et ne veut pas en démordre. C'était des situations assez intéressantes. Depuis 2016, donc, j'ai intégré le réseau Rivalis qui me permet de me spécialiser dans l'accompagnement du dirigeant de TPE. C'est vrai qu'au travers de l'industrie, j'étais plus au niveau de la PME. Là, j'ai pu me concentrer un peu plus sur le TPE. Et au compteur, bah, j'ai eu la chance ou le risque, je ne sais pas, de participer à quelques crises. Donc, je vous parlais de campagnes de rappel automobile. J'ai connu aussi des accidents de travail très graves ou des crises environnementales. Hein, quand vous travaillez dans une usine chimique et qu'il y a des produits chimiques qui se déversent dans une rivière, je vous garantis que c'est une crise. Et puis des crises sociales aussi avec des plans sociaux, des événements inattendus qui arrivent sur des entreprises et qui entraînent des situations assez compliquées. Donc voilà, le contexte de cette conférence, c'est il y a Covid, mais il n'y a pas que Covid. Il peut y avoir des crises, si elles sont ramenées à votre entreprise toute seule, qui peuvent avoir des conséquences largement aussi importantes que celles du Covid. Alors, là, je vais vous faire travailler un petit peu, je vais vous faire utiliser le chat. J'aimerais que vous me disiez, au moins pour que vous le sachiez, que vous ayez tous un panorama de qui est autour de la table, parce que personnellement, je vous connais à peu près. Euh, Quel est votre secteur d'activité? Avez-vous des salariés? Et quel type de crise vous avez déjà vécu? Alors, est-ce que vous pourriez m'écrire ça sur le chat pour être assez efficace, pour que qu'on ait tous justement une idée de qui se trouve autour de la table. Voilà, je vous donne quelques secondes. Organisatrice d'événements, très bien. Récente. Donc Laetitia plus dans la communication, effectivement, dans le département de l'Aube. Pas vraiment concerné par les crises, Franck, bah, tu en vivras chez tes clients, je pense, et dans pas longtemps. Alors, la société Cartol avec Philippe, effectivement, la société Cartol est une société située dans l'ouest de la France, dans le secteur de la métallurgie automobile. Et avec Philippe, on a quelques années en commun dans une société qui s'appelait Euliez, qui a vécu quelques crises automobiles, justement. La gestion de crise humaine, effectivement, voilà, quelque chose qui peut aussi rendre une entreprise en grande difficulté. Rappel de livre suite problème d'impression, effectivement. Plantage informatique, euh, voilà, un type de crise dans une période qui peut vraiment, enfin, on dépend complètement de l'informatique. Avoir 2 jours de plantage d'informatique, ça peut être terrible, voire plus. Oui.
Démission sur des postes non redondés, tout à fait. Voilà, un homme clé dans une entreprise ou qui n'a pas de binôme, ça peut vous aussi vous mettre dans une crise conséquente. Oui, Philippe, 6 plans sociaux, je confirme. Voilà, ok. Donc, vous l'avez vu là en quelques mots sur le chat, on a des expériences assez différentes, mais des crises, même si on n'en a pas tous connu, mais assez variées. On parle de plantage informatique, on parle de crise humaine, on parle de rappel de livres automobiles, voilà. Donc ça, c'est vraiment histoire de planter le décor. Il n'y a pas de Covid dans la vie, hein. Et il faut se mettre dans la tête qu'il faut savoir gérer une crise, même quand elle concerne que son entreprise. Alors on y va. Donc voici quelques recommandations que je vais vous faire. Et comme je vous le disais, on aura une phase d'échange aussi pour en parler un peu plus. Donc pour gérer une crise, pour moi, la première chose à faire, c'est de mettre en place une cellule de crise. La crise, vous ne la gérerez pas tout seul. Et même si vous êtes tout seul aux commandes, vous avez toujours des amis, vous avez toujours un comptable ou une banquière, une personne qui pourrait vous contacter ou participer à une sorte de cellule de crise. La crise, vous ne la gérerez pas tout seul, et si on est 5 autour d'une table pour créer une cellule de crise, on aura 5 fois plus d'idées, et en plus, pour se soutenir, pour arriver à dormir la nuit, c'est quand même mieux d'être ensemble. Voilà. Donc mettre en place et piloter une cellule de crise. Donc dans la cellule de crise, par exemple, on peut associer les différents métiers de l'entreprise, sans oublier des représentants du personnel. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'on voit souvent à la télé des tensions entre les syndicats et la direction, mais bon, c'est voilà, c'est pour faire le buzz au niveau des journaux. Dans la majorité des entreprises, les représentants du personnel arrivent à dialoguer, surtout dans les TPE-PME. Le patron circule tout le temps dans l'atelier, on arrive à avoir un dialogue. Et là, dans une cellule de crise, c'est important d'associer au moins un membre des représentants du personnel. Il n'en sera que plus fort derrière pour défendre les décisions que vous allez prendre. Cette cellule de crise, elle va devoir mettre des objectifs. Mais il n'en faut pas 50. Vous êtes dans une crise, il faut vous fixer 2, 3, 4 objectifs. Là, typiquement dans le Covid, il y a évidemment l'objectif de maintenir la trésorerie à flot. Mais si on imagine, on parlait tout à l'heure de rappeler des livres pour un problème d'impression. Voilà, ben l'objectif, c'est peut-être une quantité de livres, une quantité de clients à avoir dans lesquels être intervenus par semaine. Ou alors, si on parle d'un accident de travail et qu'on doit remettre en cause toute l'organisation sécurité de l'entreprise, c'est peut-être l'objectif au travers du document unique, d'avoir parcouru tant de secteurs par jour, d'avoir remis à jour autant de normes. Voilà, se fixer 2, 3 objectifs clairement affichés au mur, hein. Quand on rentre dans la cellule de crise, il faut que ce soit clair, les objectifs, c'est ça. Et ces objectifs-là, on va les piloter tous les jours, et ça va vraiment être notre carotte. Mais il ne faut pas se disperser, hein. Si vous en mettez 10, les 10 seront à peu près suivis, mais ils ne seront pas bien suivis. Si vous en mettez 2 ou 3 et que vous vous y tenez, ceux-là vous permettront de sortir de la crise. Et je précise qu'il faut qu'ils soient mesurables. Il ne faut pas qu'on puisse vous demander comment tu estimes que l'objectif est tenu, c'est au pif. Non, non, là on parle d'une crise, on parle de choses concrètes. Il faut qu'on sache si on a obtenu l'objectif à 10%, à 25%, à 80%. On n'est pas dans à peu près, quoi. Reporter les sujets qui peuvent attendre. Alors, on verra tout à l'heure que ces sujets vont revenir dans la relance, mais c'est vrai que quand on aborde une crise, il y a certainement des sujets, bon, c'est pas l'urgence du moment, on arrivera à vivre quand même, quoi. Et il faut se libérer un peu l'esprit et aussi l'agenda, le calendrier, pour justement pouvoir vous concentrer sur les 3 objectifs qu'on a cités au-dessus. Répartir les tâches des personnes clés au cas où. Et justement, là, il y en a un d'entre vous qui a évoqué le cas d'une démission d'une personne clé, une personne importante.
Eh ben, ça peut arriver. Actuellement, on peut avoir aussi des chefs d'entreprise qui malheureusement sont malades. Moi, j'ai personnellement un ancien collègue à Troyes, ben, ça fait 6 semaines qu'il est avec l'oxygène sur la figure et qu'il est plus du tout opérationnel. Donc, dans cette cellule de crise, il est important de bien définir les tâches tenues, les tâches vitales pour l'entreprise et de se les répartir, créer des binômes, par exemple. Un responsable informatique, s'il est malade, on est quand même un peu dans la panade. Donc, le responsable informatique, on ne pourra pas le remplacer à 100%, mais il y a peut-être des tâches qu'on peut déléguer. Savoir redémarrer un serveur, savoir rentrer en contact avec la hotline. Voilà, ce genre de petites tâches, il faut clairement les lister et les répartir au travers des personnes de la cellule de crise. On parlait des représentants du personnel. Moi, j'ai connu un représentant du personnel qui était un geek. Eh bien, on peut très bien transférer à ce geek la responsabilité de redémarrer le serveur informatique s'il plante pendant la crise. C'est pas au patron de faire ça, enfin d'aller mettre ses mains là-dedans. Donc voilà, savoir identifier qui peut faire quoi, et ça permet aussi de fédérer la cellule de crise. Pendant une crise, il faut communiquer. Il n'y a rien de pire pour les clients, pour les fournisseurs, pour les employés, de ne pas savoir ce qui se passe. Et de se dire, bon, ben dans 2 semaines, on va retrouver nos ateliers vides et il sera parti en Slovaquie, et puis nous, on sera dans la panade. Non, non, il faut absolument dire les choses. Même si malheureusement, vous n'avez pas trouvé la solution. Expliquez que, voilà, vous avez un concurrent qui est arrivé, qui s'est implanté à 2 km. Il est en train de vous prendre la moitié de nos clients. Bon, c'est un fait, on ne l'a pas vu venir. Pour l'instant, on n'a pas de solution, mais on a créé une cellule de crise et on vous tiendra informé tous les jours, tous les 2 jours. Voilà, il faut le dire. Il faut que le personnel sache ce qui se passe. Il vaut mieux dire je ne sais pas plutôt que ne rien dire et que derrière voilà, ça émerge pas mal de choses. N'hésitez pas à appeler vos clients aussi. Bah écoutez, monsieur, j'ai une presse ou une machine clé qui est tombée en rade, mais on va mettre un programme pour un plan dégradé pour que ça dure quand même. Voilà, sachez qu'on est sur le fourneau, quoi. Après, Allô? Bonjour. Attendez, je finis juste une petite chose. on va couper un petit micro. Voilà. Appelez les fournisseurs aussi. Vous avez une crise qui vous tombe dessus, vous devez sortir de l'argent pour réparer une ligne de production, faire organiser un rappel de livres, comme on disait tout à l'heure, ou d'autres produits. Donc vous allez devoir mettre de la trésorerie sur la table. Bon, eh bien, ça va peut-être mettre en difficulté le paiement de certaines factures. Là, il faut être transparent. Appelez votre fournisseur, vous lui dites, écoutez, voilà ce qui m'arrive, j'ai telle crise, j'ai mis une cellule de crise, je pense que j'en ai pour 2 mois à gérer la situation. Est-ce qu'on peut envisager d'étaler le paiement de votre facture? Vous comprenez que là, je dois sortir 10 000 euros ou 100 000 euros pour telle activité, hein, c'est dans le but de la survie de l'entreprise. Comment on peut faire? Donc, il y en a certains qui ne pourront pas. Bon, bah, dans ce cas-là, on va voir un autre ou avec l'administration, mais il faut parler. Si vous ne leur réglez pas leur facture et que vous ne leur dites rien, bon, si le fournisseur il est sympa, il vous appellera, mais il y en a certains qui vont d'abord vous envoyer un huissier ou ça peut mal finir, quoi. Donc, mais il faut absolument dialoguer. Un coup de téléphone dans ces cas-là, c'est essentiel et ça vous évitera beaucoup d'ennuis. Analyser les risques. Alors ça, c'est une tâche qui est souvent considérée comme un peu pénible, hein. Et puis on aurait vite fait de dire, bah, attends, là je suis en pleine crise, j'ai pas que ça à faire. Bah, malheureusement, c'est quand même important. Et quand vous allez gérer une crise, vous allez mettre en place un fonctionnement un peu dégradé, il faut évaluer les risques et éviter le suraccident. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui télétravaillent. Bon, très bien. Et il y en a quelques-unes qui viennent à l'usine. Donc on a énormément de situations de travailleurs isolés.
Parmi ces travailleurs isolés, certains n'ont peut-être pas dit que de temps en temps, ils font une crise d'épilepsie et que ça les fait tomber par terre et que s'il n'y a personne qui réagit en 10 minutes, ils resteront par terre, quoi. Voilà, ça je l'ai vécu. Donc, c'est important d'évaluer les risques. Vous êtes dans une crise, ok, d'accord, mais c'est pas une raison pour en créer les conditions d'une autre crise derrière. Parce que si derrière vous avez un accident grave qui se rajoute ou vous avez mis en place une machine en fonctionnement dégradé et que vous faites n'importe quoi au niveau conditions de travail, voilà, ça va aggraver les choses. Donc il y a un outil qui s'appelle le document unique qui sert à analyser les risques. Il y a d'autres méthodes aussi qui peuvent permettre d'aller plus vite, mais prenez ce temps quand même d'analyser les risques. J'ai mis en place une nouvelle organisation. Quels sont les risques associés? Là, le cas du travailleur isolé, c'est vraiment un cas qui concerne la situation du moment, quoi. Créer un plan de continuité d'activité. Oui, vous avez une crise, vous avez un plan social à gérer, vous avez une attaque à main armée dans l'atelier et du coup il y a la moitié des employés qui ne veulent plus revenir travailler. Il n'empêche que votre client, il a quand même besoin de pièces, il a quand même besoin de livres, il a quand même besoin de ses produits et il faut pas rajouter une rupture d'approvisionnement à la crise, hein, parce que sinon ça va vous enfoncer encore plus. Donc un plan de continuité d'activité, c'est une liste de tâches ou de méthodes pour continuer quand même à fournir ce qui doit être livré. Si vous avez une machine de découpe vous avez acheté une super machine, elle est tombée en rade et pendant 6 mois, et malheureusement le fournisseur il est en Chine et puis les frontières chinoises sont fermées, eh bien comment vous faites? Il faut imaginer une autre manière de découper les pièces, par exemple. Vous avez un serveur informatique qui est tombé en rade, comment je fais? Votre société qui intervient vous dit bah, je suis désolé, il va falloir acheter une autre baie informatique, il y en a pour 3 semaines. Comment je fais? Donc créer un plan de continuité d'activité. Et au passage, ce plan de continuité, moi je vous recommande d'y penser avant même que vous ayez une crise. Ça fait partie des sujets qu'on aborde souvent dans les normes qualité. Imaginez comment faire si jamais une machine tombe en panne, une personne importante quitte l'entreprise, un tremblement de terre, une inondation dans le serveur informatique, etc., etc. Être présent en tant que dirigeant. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on ne vous entend pas, si on ne vous voit pas, eh ben on va imaginer plein de plans de complot, etc. Moi, je pense qu'il va faire ci, ça va mal se passer, ça va mal finir. Si vous êtes visible, si vous vous forcez à aller voir plus souvent les gens, à les écouter, à parler, ils seront moins enclins à imaginer ces théories du complot et vous aurez des retours aussi. Parce que ça va vous permettre non seulement d'éviter ces petits complotages, mais aussi de savoir exactement ce qui se passe, sentir la température. Si ça se trouve, pour vous faites une montagne de cette crise, mais en fait, le personnel il est plutôt serein parce que parmi le lot, il y en a quelques-uns qui ont du vécu et qui en ont déjà vu, et d'ailleurs, bon voilà, on s'en était bien sorti. Donc c'est aussi ce genre d'information que vous allez pouvoir obtenir. Il y a peut-être un vieux de la vieille qui va vous expliquer, mais au fait, vous avez pensé à faire ça, ça va vous gagner du temps. Ou un jeune un peu plus intrépide qui est très documenté, qui va aussi avoir une idée. Voilà. Donc si vous êtes présent, si vous êtes visible, vous allez pouvoir avoir ces idées supplémentaires, rassurer la population, enfin les employés, et peut-être avoir le petit déclic auquel vous n'avez pas pensé en cellule de crise. Et finalement, ben oui, il a raison. Enfin, lui, il était là en 1980, il a géré ça de telle façon, puis c'est tout bête, quoi. Sauf que j'y avais pas pensé. Et si je n'étais pas allé dans l'atelier, ben il serait pas venu me voir, parce que ben, je suis le dirigeant, c'est vrai que il va pas forcément naturellement venir me voir pour me dire il faudrait faire comme ça. Alors que si je suis passé devant lui, il aura peut-être plus, si je lui ai posé les bonnes questions, il aura peut-être plus l'envie de me parler.
Donc ça, c'est important. Donc vous voyez, ces quelques lignes, elles ne sont pas énormes, mais elles vont vous planter le décor et un climat pour gérer la crise beaucoup plus sereinement et avec lucidité. Ensuite, on aborde le sujet relancer l'activité, ce qui est un peu le cas de beaucoup de gens d'entreprise actuellement. Mais encore une fois, si vous étiez dans une crise seule, si uniquement votre entreprise était dans la crise, il faudrait aussi la relancer. Alors, certes, il faut relancer l'activité rapidement, mais on a quand même le temps de faire le point. Je discutais ce matin avec une gérante d'une salle de sport ou d'une salle qui propose des jeux. Bon, elle est dans le flou absolu, mais justement, il faut aussi profiter de ce moment pour prendre de la hauteur et faire le point. Imaginez des virages à prendre. Associer le personnel dans cette réflexion, oser. On l'a vu dans cette crise, il y a plein de petites entreprises ou de start-up auxquelles personne ne pensait avant, qui ont eu des idées complètement farfelues et ça marche super bien. Bon, il y a le cas de la petite start-up qui a créé le raccord, là, le fameux raccord avec le masque Decathlon. Bon, ça, c'est une image qui a fait le tour du monde. Mais il y a plein d'autres entreprises, à Troyes également. À Troyes, il y a une entreprise qui s'appelle BioSerenity, qui était quand même assez anodine avant la crise. Et là, ils recrutent 150 personnes parce qu'elle a réorienté voilà, sa production par rapport aux besoins de masques et autres. Voilà. Et ils ont vraiment osé bousculer les codes. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous aviez cette activité-là. Mais est-ce qu'elle correspond, est-ce qu'elle correspond aux besoins des clients en 2020 hein avec on pense notamment au digital, on pense notamment à l'environnement. On sait très bien que les gens maintenant vont se méfier, ils ne vont pas forcément accepter de rentrer dans une salle où il y aura 5000 personnes. Bon, il va y avoir un nouveau contexte. Donc, même s'il faut redémarrer l'entreprise rapidement, il faut quand même prendre le temps de se poser ces questions-là, parce qu'elles sont essentielles derrière, sinon vous pourriez prendre la mauvaise direction. Et quand je dis oser, il faut vraiment, enfin, il n'y a aucune idée stupide, hein. Et encore une fois, associer le personnel, parce que eux aussi, ils ont envie que votre entreprise elle redémarre, hein, parce que ça leur apporte un salaire et ils ont besoin de nourrir leur famille. Et ils ont certainement des idées. Donc, que, cette démarche-là ne pèse pas à 100% sur vos épaules. Associez-les, ils auront certainement des idées. Informez-vous, analysez les nouveautés de la concurrence. On peut avoir l'impression que c'est du temps perdu de regarder un peu ce qui se fait à droite à gauche. Eh bien non. Et il y a des nouveautés qui sortent, il y a de la concurrence, et dites-vous bien que s'il y a de la concurrence, il y a un marché. Il ne faut pas avoir peur de se dire « Ah mince, il a une idée auquel je pensais ». Mais s'il a eu cette idée, c'est qu'il y a un marché derrière. Donc pourquoi pas y aller également. Et vous allez peut-être apporter quelque chose en plus. Donc ne pas avoir peur de la concurrence. Moi je suis ravi quand j'apprends que j'ai des concurrents autour de moi, parce que je me dis qu'il y a du boulot à prendre et que ça va me tirer vers le haut, quoi. Donc informez-vous, analysez ce qui se passe autour. Vous allez voir dans les départements voisins, il y a peut-être une entreprise similaire à la vôtre qui a eu une idée géniale, et pourquoi pas l'appliquer à votre département à vous, à votre secteur d'activité. Alors, les fameux stages qu'on avait repoussés tout à l'heure, ça va être certainement, une fois que la crise est, je dirais, sous contrôle, le moment de les faire quand même. Pourquoi les faire maintenant? Eh bien, pour se libérer l'esprit. Pour redémarrer une activité, pour se relancer, il faut quand même avoir l'esprit assez libre. Et s'il y a certains sujets un peu pénibles qui ne sont pas faits, ben vous aurez toujours dans le coin de votre tête ces sujets un peu pénibles qui ne sont pas faits, ou vous risquez de vous prendre une prune de l'inspecteur du travail parce que votre document unique il date de 10 ans, que vous n'êtes toujours pas à jour sur le RGPD. Alors, j'ai mis le marquage au sol qui semble un peu intrus parmi ces termes-là, mais ça c'est fréquent de voir des entreprises qui me disent « Ah, moi ça fait 5 ans, enfin tout le monde me le dit,
il faut que je refasse le marquage au sol parce qu'on n'y voit rien, les gens se croisent, etc. Bon, mais avant de relancer l'activité, c'est peut-être le moment de, je vais refaire le marquage au sol. Ça, les employés, ils vont voir, ah tiens, ça y est, il l'a fait, il y a un renouveau, il y a une relance, ce sujet-là, il l'a considéré important, et après, vous serez débarrassé. Après, vous pourrez vous dire, bon, ça y est, c'est bon. Vous n'aurez pas ce petit sujet qui rumine toujours dans votre tête en disant, il faut que je fasse le marquage au sol, bon, ça encore pas pour cette année, c'est lourd. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de tâches que vous aviez repoussées, c'est peut-être le moment de les faire. Ça va vous permettre aussi de bien comprendre votre activité. Hein. Quand on fait un document unique, on épluche complètement son activité. Quand on fait une étude RGPD, on épluche aussi le type de clientèle qu'on a, le type de contact. Ça va aussi vous alimenter votre réflexion. Et après, vous pourrez dire, bon, c'est bon, là je suis à jour, j'ai l'esprit libre là-dessus. Écrire et planifier une stratégie commerciale. Faire le point avec les clients et les fournisseurs. Moi, je dis toujours qu'en écrivant, on apprend 3 fois plus. Et quand vous mettez sur un tableau votre stratégie, vous éclaircissez aussi votre vision. Aujourd'hui, on est à la mi-mai. Eh bien, écrivez ce que vous allez faire au niveau commercial au mois de juin, et puis au mois de juillet, et puis à Noël. Par rapport à la relance des commerces, il y a peut-être un truc à faire, une communication à faire le 25 novembre ou le 15 septembre. Eh bien, écrivez-le dès maintenant, mettez-le sur un planning, comme ça vous l'aurez en point de mire, vous ne l'oublierez pas, et vous pourrez le préparer. Et le fait d'écrire une stratégie de communication, une stratégie commerciale, ça vous permet aussi de sortir du brouillard et de naviguer à vue. Quand on improvise sa stratégie à la semaine, à la petite semaine, malheureusement on reste dans le brouillard parce qu'on ne voit pas ce qui se passe au-delà de la semaine. Là, d'avoir cet effort de planification sur plusieurs mois, ça peut justement vous sortir du brouillard. Faire le point avec les clients. Ben oui, appelez vos clients et échangez sur ces stratégies. Peut-être qu'ils vont vous dire, non mais là je pense honnêtement que vous vous plantez. Enfin, en tout cas, moi je ne travaillerai plus avec vous parce que ça ne correspond plus à mon besoin. Et donc ça va vous permettre d'alimenter cette stratégie. Et appelez vos fournisseurs parce que effectivement, on va parler juste après de la notion de rentabilité. Vos fournisseurs, ils vont peut-être vous dire, si j'étais vous, le 5 septembre, je lancerai telle opération parce que je vous garantis que le prix du béton, il va être à tel montant à ce moment-là, et là, vous aurez des coûts à faire. Toujours dans l'esprit de dialogue. Alors, on n'est plus dans la compétition, il faut vraiment trouver une sorte de partenariat et dialoguer. Parce que c'est dans l'intérêt de tous. Hein. Si votre stratégie correspond aux besoins des clients, les clients seront contents. Puis si elle correspond aussi aux besoins des fournisseurs, ils seront contents aussi parce qu'ils pourront vous vendre des produits. Donc voilà, il ne faut pas raisonner solo. Refaire un prévisionnel, calculer sa future rentabilité, définir une trajectoire. J'aime bien ce terme de trajectoire. Là, aujourd'hui, le cas typique qui inonde la radio, là, puis les télévisions, c'est les fameux coiffeurs. Bon, voilà. Les coiffeurs sont partis, ils travaillent 25 heures par jour, ils se lavent les mains 512 fois, etc. Bon. Ça, c'est super, voilà, ils vont rentrer un peu de trésor, mais est-ce que pour autant, ils seront toujours en vie à Noël? Est-ce qu'ils ont pris le temps de calculer exactement ce que ça va leur a coûté, 5 mètres cubes de gel hydroalcoolique, 512 000 masques, 5 clients au lieu de 8 à l'heure, voilà. Est-ce qu'ils ont fait le point d'évaluer sur cette rentabilité? C'est pas sûr, parce que souvent, ça a été fait dans la précipitation, dans l'attente des annonces gouvernementales, et hop, j'y vais. Là encore, certes, il faut démarrer rapidement, mais refaire un prévisionnel, calculer une rentabilité, ça ne prend pas 8 jours. Hein. Ça peut se faire assez rapidement, et ça peut aussi donner des informations intéressantes. Justement, je vous parlais d'une salle de sport là, tout à l'heure. Cette personne, elle a refait sa rentabilité et elle a estimé que c'était pas la peine d'ouvrir tout de suite, parce que de toute façon, le fait de payer ses charges, ses employés, ça lui boufferait toute sa moindre marge, et donc il vaut mieux prendre le temps de trouver la bonne solution plutôt que de s'emballer à réouvrir. Voilà. Et définir une trajectoire, c'est une fois que vous aurez construit un prévisionnel,
ben, il faut s'y tenir, donc il faut mettre des jalons. Si je prévois finalement 200 000 euros de chiffre d'affaires dans les 6 mois qui viennent, eh bien 200 000 euros, ça veut dire que fin juin, je suis à temps. Fin juillet, je suis à temps. Fin août, je suis à temps. Et de revoir régulièrement ça. Et je préfère le terme trajectoire à objectif, là, dans ce cas-là, parce qu'une trajectoire, c'est pas forcément rectiligne. C'est pas forcément une droite, le rayon de soleil, ça peut être une courbe. Mais tant que vous respectez cette trajectoire, vous êtes sur les rails. Je regarde la montre. Oui. Et encore une fois, il faut communiquer. Communiquer sur cette nouvelle stratégie. Informer vos clients fournisseurs. Les parties prenantes, ce que j'appelle les parties prenantes, c'est les comptables, toute l'administration, tout ce qui gravite autour de vous. Pourquoi il faut communiquer sur cette nouvelle stratégie? Ben, tout simplement parce que ça va les rassurer. S'ils n'entendent pas parler de vous, là on a eu des cas d'entreprises où c'était le silence radio là, pendant 2 mois. Ben, silence radio, qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, demain matin, je vais les voir au tribunal du commerce et ce sera fini, il ne m'aura pas prévenu et moi je vais perdre un client. Si vous communiquez sur cette nouvelle stratégie, même si elle est un peu déroutante, vous allez rassurer vos clients. Ils vont peut-être devoir s'adapter, mais au moins, ils savent où ils vont avec vous. Et même chose pour vos fournisseurs. Votre banquier, il sera rassuré de voir que vous avez fait un prévisionnel jusqu'à fin 2021, vous avez mis des hypothèses hautes, des hypothèses basses, vous avez bien pris en compte le fait que l'année prochaine, il va falloir rembourser le PGE, que ben, votre rentabilité elle a pris un coup, peut-être que vous avez renoncé à tel produit. Voilà, cette démarche-là, ça va le rassurer. Et si le 1er septembre, vous lui dites ben, je suis désolé, j'ai besoin d'un peu de trésorerie supplémentaire, il vous abordera de façon beaucoup plus sereine que si vous l'avez laissé dans le brouillard, silence radio pendant des mois, quoi. Et pour communiquer, utilisez les nouveaux créneaux de communication. Aujourd'hui, on le voit bien, on est quand même dans l'ère du digital. Alors bon, c'est pas toujours très drôle à utiliser, on n'a pas toujours le truc, mais il y a quand même des choses à faire, un minimum à faire. Même quand on est une vieille industrie de métallurgie, on peut avoir l'impression qu'on ne trouvera jamais un client par LinkedIn, mais c'est pas vrai. Il y a des entreprises très modernes qui communiquent beaucoup par ces réseaux sociaux-là, et il faut s'y mettre. Il faut être présent, parce que malheureusement en 2020, après le Covid, il y a ceux qui sont sur les réseaux de communication et les autres. Et puis les autres, on va vite les oublier, parce que ceux qui sont présents, ils sont tellement présents qu'ils vont finalement monopoliser la parole, la bande passante d'écoute, et ceux qui n'y sont pas, eh ben, voilà, on va les oublier. Donc, certes, c'est un peu fastidieux, il faut de la récurrence, c'est une autre manière de faire. Hein, on pourra difficilement aller vendre un contrat en se tapant la main au restaurant, hein, ça va être compliqué avant Noël, je pense. Donc, il faut faire l'effort de travailler un peu ces nouveaux créneaux de communication pour ben, au moins ne pas être oublié, quoi. Après, je ne vous demande pas d'être un expert là-dessus, mais au moins d'être présent. Voilà. Donc, si je tape sur Internet le nom de votre entreprise, hop, en quelques clics, j'arrive sur une page Facebook, sur une page LinkedIn, peu importe, mais au moins que vous existez. Sinon, bah, malheureusement, on passera au suivant. Créer des partenariats. Ah, c'est vrai que aujourd'hui, si vous êtes tout seul, on sent bien quand même que ça va être compliqué. Il y a des partenariats à faire, des partenariats intelligents. Alors moi j'ai connu dans l'Aube un réseau qui s'appelle Made in Aube qui rassemblait les entreprises, les gros donneurs d'ordre, on va dire, de Troyes. Hein, il y avait Meffro, il y avait Petit Bateau, Devant Lait, etc., Petit Jean. Et donc ça a créé une dynamique. L'idée, c'est pas de se marcher sur les pieds, mais c'est de se voir régulièrement, d'échanger sur le contexte et de ne pas être seul et d'être entre professionnels. Après, il y a d'autres réseaux qui existent. Il y a les BNI, il y a les Dinaba, il y en a pour toutes les dimensions d'entreprise. Mais c'est important d'avoir des partenaires. Alors quand on dit partenariat, c'est pas forcément avec un contrat de partenariat et puis
des commissions et tout ça, mais au moins se voir, échanger, échanger les astuces, échanger les contacts. Il ne faut pas être tout seul. Les organisations métiers. Effectivement, bon, il y a une cotisation, il y a un coût, mais c'est quand même souvent rentable. Bon, déjà, ça va vous ouvrir la porte à une liste de contacts assez intéressante. Et elles aussi, les CAPEB, les CCI, les chambres des métiers, tout ça, sont en train de repenser leur fonctionnement et vont apporter beaucoup aussi dans le digital, dans la formation courte, dans les conseils, dans les trucs et astuces. Et voilà, c'est toujours important de travailler avec elles parce qu'elles pourront aussi vous recommander un autre comptable, un autre banquier ou vous faire partager des retours d'expérience d'entreprises qui ont réussi, qui ont rebondi. Donc voilà, c'est important là aussi de ne pas se mettre en opposition à ces organisations-là. Certes, il y a une cotisation, mais il y a un intérêt à travailler avec elles. Voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas rester seul. Donc c'est un peu le fil conducteur que j'ai tenu depuis le début, à la fois dans gérer la crise en vous disant de créer une cellule de crise pour ne pas rester seul, vous, dirigeant, mais aussi dans la relance de l'activité, où cette notion de partenariat, pour moi, est très importante. Et puis organiser des événements, physiques ou web. Là, je viens de voir une vidéo publiée par l'Est Éclair d'une entreprise qui explique en vidéo tout ce qu'elle a fait pour les conditions sanitaires de ses employés. Ça dure 5 minutes, c'est super clair, et voilà, on est rassuré. On n'a pas forcément envie de lui passer commande, mais on sait qu'il s'occupe bien de ses salariés, qu'ils sont relancés, on voit les machines qui bougent, on n'est pas en train d'écouter les on-dit oh, je suis pas sûr qu'ils soient ouverts, etc. Voilà. Et ça prend pas un temps fou et ça vous apporte de la notoriété et ça rassure. Un événement physique, alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça va être compliqué au-delà de 10 personnes, mais on peut quand même envisager des petits points, des pôles accueil, il va y avoir des choses qui vont se développer. Organiser des événements, ça rebondit sur l'aspect communication que je disais derrière, vous faire connaître et dire aux autres que vous êtes encore là. Ce matin, en début de semaine, je suis allé recharger mes cartouches d'encre et j'étais surpris d'apprendre que ce commerce était resté ouvert pendant tout le confinement. Et je lui dis, mais je ne savais pas, et personne ne savait, à mon avis, que vous étiez encore ouvert, sinon je serais venu plus tôt. Voilà, il n'avait pas communiqué et probablement qu'il a perdu un peu de chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'il n'a pas dit à ses contacts, moi je suis encore ouvert, vous pouvez venir déposer vos cartouches, je vous les reconditionne, etc. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu de partage d'expérience, que vous disiez déjà effectivement ce que vous vous situez par rapport à ce que je vous ai présenté, et comment vous gérez la crise du moment ou celle que vous avez déjà vécue. Alors, qui commence? Alors, dans le message, il y a pas des choses. Alors j'embraye sur ce que Emma a dit, effectivement. Je rajouterais aussi de démarcher les acteurs de communication comme Laetitia sur le département, effectivement. Effectivement, Laetitia fait un travail, on le disait avant la réunion, elle a plus de 20 000 contacts récurrents sur son site. Donc c'est autant de personnes qui peuvent rentrer en communication avec vous, tout à fait. Quelqu'un veut prendre la parole? C'est à vous. Je vois sur mon temps. Oui. Donc, Emmanuel, donc je suis organisatrice d'événements, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. À l'heure actuelle, pour le moment, tout est en arrêt. Beaucoup d'événements d'annulés depuis le mois de mars, avec forcément une grosse perte de chiffre d'affaires, sans aucune aide, je précise. Oui. Ou 31 €, donc je vais aller bien loin avec ça. À l'heure actuelle, on est complètement dans le flou par rapport à ça. J'ai plusieurs reports d'événements qui vont jusqu'à l'année prochaine. Et là, je suis toujours en attente d'un projet qui devait se faire fin juin. Donc là, je viens de contacter le département puisque ça dépendait d'eux aussi.
Mais clairement, si ce projet ne vient pas à bout pour le mois de juin, mon travail reprend pas avant le mois de septembre, minimum. Donc ça reste un peu compliqué. Donc après, bon, avec Laetitia, on se connaît un petit peu aussi, on essaye de travailler ensemble. On a été toutes les deux, du coup, on va dire sur le quai de gare par rapport à cette crise et on a mis en action sur Facebook un groupe pour faire connaître justement les commerçants qui étaient encore ouverts et qui proposent le drive ou les livraisons. D'accord. Groupe qui quand même marche bien et qui on continue à le faire marcher parce que comme les restaurants sont toujours fermés, on évite, on permet justement aux restaurants de se faire connaître qui font du drive pour inciter les gens du coup à aller les voir. Et c'est vrai qu'on est dans une optique du créateur, de l'artisan, du producteur du coin. Mhm. Et alors, on va pas dire qu'on va délester les grandes surfaces, mais d'essayer de faire revenir un petit peu, on va dire, les mentalités sur le fait de consommer local aussi. Et on a Mhm. bien vu quand même que ça marchait. Après, bon, voilà, c'est ce qu'on a pu mettre en place, mais bon, qui nous rapporte pas forcément. Hein. Alors, clairement, c'est sur du bénévolat. Mais voilà, on a essayé de garder un lien avec le territoire comme ça. Et donc, par la suite, on va voir ensemble aussi ce qu'on peut essayer de voir comme projet. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on reste encore dans le flou. Hein. Est-ce que vous pouvez mettre le lien de votre page Facebook sur le chat pour que Ouais, les bien autres sûr. participants Hop, puissent aller voir? alors. Et vous êtes-vous posé la réflexion d'événements de petite taille? Euh, Là, on parle beaucoup des groupes de 10 personnes. Ces 10 personnes, ils vont avoir besoin de se rassembler. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup des petits apéros, mais est-ce qu'il y a des petits événements, alors, avec des frais limités, évidemment, qui pourraient s'organiser au niveau de la famille, au niveau du groupe de copains? C'est peut-être une... Euh, alors clairement, en fait, en ayant réfléchi par rapport à ça, 10 personnes, c'est pas assez rentable pour moi. Ouais, Clairement, c'est quelque chose. Voilà, il faut un minimum de 50 personnes d'accord. pour que je rentre dans ma rentabilité. Voilà, c'est trop peu. 10 personnes, c'est trop peu par rapport au calcul des frais et tout ça. Et enfin, je vais me retrouver s'il faut à faire facturer 300 euros pour 10 personnes Hmm. pour pouvoir essayer d'avoir ma marge. Donc c'est pas faisable. À l'heure actuelle, non, un événement, il faut que pour moi, il soit un minimum de 50 personnes. Après, il faut savoir que moi, mes événements, je suis vraiment dans tout événementiel, c'est-à-dire que je fais autant du mariage, du baptême, comme du gala sportif, des salons des créateurs, donc je suis Hmm. très variée. Et donc ça, de toute façon, enfin, avant d'ouvrir ma boîte, c'était une question que je m'étais posée aussi, à quel moment un événement était rentable. Et pour moi, ça appartient de 50 personnes. Donc là, D'accord. je propose aussi en visioconférence, si les gens préfèrent, parce que je souhaite quand même préserver la santé vis-à-vis de moi, parce que j'ai quand Hmm. même mes enfants à la maison aussi, Bien et de sûr. mes clients, Hmm. de pouvoir faire des visioconférences, puisqu'au final, ça nous permet quand même de pouvoir échanger. Bon, c'est par caméra, mais on peut quand même se visionner et mettre au moins un visage sur un nom, même si on c'est par Messenger ou j'ai des clients par Messenger. Mais voilà, de pouvoir quand même, il y a cette solution-là aussi, de pouvoir après avancer sur des projets. Mais bon, pour le moment, ça reste un peu raide, on va dire. Quoi. Les Oui, gens se projettent pas pour le moment. Hein. j'imagine. Ouais. Alors, n'hésitez pas à analyser la concurrence, hein, parce que vous n'êtes pas la seule dans ces situations, je pense. Mm. Et dans les autres départements, il peut y avoir aussi des bonnes idées. Hein, donc, voilà, il faut mettre à profit ce Ah temps oui, tout à d'attente, fait. malheureusement, pour analyser ce qui se passe. Tout à fait. Après, Mm. j'essaie de travailler sur l'après-Covid, on va dire, Oui, pour la fin de l'année. On espère que voilà, d'ici là, on n'ait pas une deuxième vague aussi et que tout le monde y mette du sien et essaye voilà, de respecter les gestes barrières. Et c'est en faisant ça aussi qu'on pourra peut-être s'en sortir. Donc après, voilà, c'est un peu au jour le jour pour nous dans l'événementiel. Hein. très bien. Mais je vous remercie de votre témoignage. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Je peux peut-être effectivement appuyer le fait qu'il faut être en proximité avec ces équipes et avec Mhm. les partenaires et les parties prenantes
notamment par rapport à mon expérience qui était une gestion de crise humaine. Donc forcément, il y a beaucoup d'humains et on apprend autant de ses erreurs que de ses réussites. Et en effet, à l'époque, je me rappelle que je pensais avoir tout mis en œuvre, tout bien fait. Et pourtant, quand on était au moment de conclure la gestion de la crise et comment ça s'était passé, je me rappelle que le ressenti en fait des personnes n'avait pas été qui ont vécu l'histoire en fait n'ont pas été la même que les personnes de la direction, notamment par manque de proximité et d'écoute de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y avait une cellule de crise et donc du coup des personnes qui étaient là pour écouter et accompagner, mais en fait ça n'avait pas été suffisant parce qu'à l'époque, la hiérarchie en fait avait tout mis en œuvre, avait été pris en fait dans le mouvement de la crise, mais n'avait pas justement été jusqu'à être parmi eux. Et voilà, c'est quelque chose. Si je devais le refaire, voilà, que je mettrais en œuvre. Et donc, du coup, ce qui renforce le fait de ne pas gérer cette crise seule, d'être au cœur de la situation et d'être accompagné, en fait. J'ai bien aimé, en fait, dans la présentation, le fait, il y a une technique, effectivement, il y a tout ce qu'on a pu mettre dans le document unique qu'on va mettre en œuvre, mais le fait d'être en groupe, de travailler ensemble et de créer des partenariats, c'est plus important, je pense, que la technique en fait qu'on avait préécrite. Moi, j'ai réalisé de temps en temps des audits dans des entreprises justement qui sont en crise d'organisation, on va dire. Et alors, les premières journées, je ne dis rien, hein. Je passe mon temps à questionner les personnes en leur disant, mais de toute façon, moi je ne sais pas fabriquer vos pièces, hein, ça fait 30 ans que vous êtes là, c'est forcément vous qui le savez. Et vous savez dans le fond de vous-même quelle est la solution, donc il suffit de me la dire, hein. Et en dialoguant, en les mettant en confiance, les solutions elles arrivent. Donc, C'est ça. voilà. C'est impératif, surtout dans notre époque. Dans les années 80 encore, bon, on était dans une population qui obéissait à la direction sans, sans commenter, je dirais. Mais aujourd'hui, il faut absolument être dans le participatif, hein. On est dans la génération du like. Tout à fait. Et Est-ce- donc communiquer ce qu'on fait aussi parce que Voilà. Et ne pas avoir peur de dire, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. C'est mieux que de rien dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Philippe David, peut-être? Est-ce que tu travailles dans une entreprise assez conséquente et je pense que la gestion de crise là, a été rondement menée. Alors, je réactive ton micro. Tu es là, Philippe? Ouais. Oui, bonjour à tous. En tous les cas, j'ai beaucoup apprécié cette présentation. D'ailleurs, je viens de t'envoyer un petit message sur LinkedIn pour simplement dire que ça ressemble beaucoup à ce que nous, on a mis en place. Alors, comme Jean-François, moi, mon expérience était surtout dans le secteur automobile. Moi, j'ai 45 ans d'expérience donc, et quelques crises derrière moi. Mais on apprend toujours en effet des bons moments comme des mauvais. Et ça permet de se remettre en ligne. Sur des crises comme ça, nous, on a été très, très pro-réactifs. On a mis en place une cellule de crise. Alors nous, c'est une entreprise déjà de 120 personnes. Comme on a travaillé dans l'automobile, on était habitué à des organisations assez, je ne vais pas dire rigides, nous on les a quand même assouplis. On permet aux gens de s'exprimer. On a mis en place en effet dans cette cellule de crise un représentant du personnel parce qu'il nous paraissait important que les salariés comprennent ce que l'on était en train de faire,
et que c'était vital pour l'entreprise, mais surtout pour eux. Donc, et ils l'ont très bien reçu, très bien compris, et les échanges sont journaliers. Et la personne qui représente le personnel, en effet, tous les jours, envoie un message à l'ensemble du personnel pour que les gens comprennent que même ceux qui sont à l'heure actuelle en activité partielle ne sont pas oubliés pour autant. Et on espère bien qu'ils viendront nous retrouver quand le redémarrage complet se fera, puisque nous sommes, on travaille à peu près entre 30 et 50% des salariés selon les jours. Voilà. Ok. Donc on a à peu près une dizaine de personnes qui sont en télétravail. On a à peu près, aujourd'hui il y avait 50 personnes qui travaillaient, mais en règle générale c'est à peu près 30-35 personnes sur les 120 en présentéisme dans l'entreprise. Sinon, oui, j'ai noté globalement ce que tu as donné comme info, et c'est tout à fait ça. Il faut surtout pas se replier sur soi. Il faut au contraire en profiter pour rebondir, bien réfléchir où on est, d'où on venait, mais surtout où c'est qu'on va. Nous, on appelle les clients quasiment tous les jours, les fournisseurs de la même manière. Moi, moi je travaille avec 5 banques différentes, j'appelle les banquiers régulièrement. On se tient informé. On travaille aussi en affacturage. La société d'affacturage m'a appelé juste avant Enfin, tout ceci pour dire qu'il faut surtout ne pas couper les ponts, bien montrer aussi, non seulement en interne mais en externe, qu'on est très actif et qu'on met tout en place pour essayer de redémarrer dans les meilleures conditions possibles. On a évidemment mis en place l'activité partielle, on a fait partie des 100 premières entreprises françaises qui l'ont mis en place cette année. On a lancé un plan PGE dans les premiers aussi, parce que, comme je l'avais dit au départ, parce que tout le monde n'écoutait peut-être pas, enfin, avant le démarrage de la réunion, nous, on a quelques connaissances dans des entrepreneurs qui avaient des entreprises importantes en Chine, qui ont vécu déjà des pandémies et qui savaient très bien ce qui nous attendait. Ils nous ont avertis pour dire n'écoutez pas le gouvernement français, ce qui va vous arriver, ça va être très très dur. Donc mettez-vous dans les starting blocks tout de suite et agissez tout de suite. Donc c'est ce qu'on a fait et pour l'instant ça s'avère, je ne vais pas dire payant, mais en tous les cas ça nous permet de suivre journellement ce qui se passe et se remettre en cause tous les jours. Et bien tous les jours. Donc et nous on fait donc notre noyau dur, c'est à peu près on va dire 7-8 personnes. Et on a une réunion, donc il y a quelques personnes qui sont présentes à l'entreprise, les autres c'est en télétravail, et les sujets sont tous alors d'abord c'est la sécurité du personnel, c'est le plus important évidemment au départ, on tient pas on a vu, nous qui sommes près de la Vendée, on a vu qu'il y a une entreprise vendéenne qui vient juste d'avoir des cas Covid. Je ne sais pas si vous avez regardé la presse ou la télé récemment. Donc, ce sont des genres de choses à éviter. Heureusement, bon, ben, nous, on a un service sécuritaire environnement qui nous aide beaucoup dans cette démarche. Et on se cale aux préconisations qui nous sont proposées ou demandées par le gouvernement, enfin les différents services. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si j'ai été à peu près clair. Je vais peut-être laisser parler les autres aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Alors, je vais faire la conclusion. Si entre-temps, il y a une autre personne qui veut s'exprimer, elle m'interrompt, il n'y a pas de problème. Hop. Alors, je reviens dessus. Voilà. Donc, il y a pas mal d'activités à faire pour gérer une crise et pour lancer cette activité. Par contre, il faut quand même respecter un certain ordre. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ces ordres-là dans cette présentation. Et il faut garder de la lucidité. Certes, il ne faut pas perdre de temps à la gérer, mais on n'est pas à un jour près quand même. Enfin, si pendant la journée supplémentaire que vous vous donnez, vous arrivez à dénicher la solution ou
ou l'astuce qui va vous permettre d'éviter un accident, prenez cette journée, hein, vous ne la regretterez pas. Donc on n'est quand même pas non plus à 5 minutes, il faut prendre le temps de se poser. Avoir de l'imagination, de la hauteur de vue, voilà. J'aime bien cette expression hauteur de vue parce que hop, je me prends en hélicoptère au-dessus de l'entreprise, je survole un peu, je vois un peu le fonctionnement des gens, la situation par rapport au contexte, à l'environnement, qu'est-ce qui se passe, et de l'imagination ou alors des idées nouvelles. Il n'y a rien de stupide, il n'y a aucune idée nouvelle. Il faut l'étudier. On voit qu'il y a des gens qui ont fait des super coups, des super redémarrages, justement avec un peu d'imagination, un peu d'astuce. Et une imagination, ça ne coûte pas forcément 100 000 euros. Hein. Donc on peut aussi avoir des idées. Et c'est peut-être le moment, comme on le disait, de pas rester seul. Et sachez donc qu'il y a des personnes qui sont copilotes d'entreprise. Donc parmi tous ceux du membre Rivalis auquel j'appartiens, on se désigne comme ça. Donc c'est peut-être le moment aussi de solliciter l'aide d'un copilote pour prendre le temps, gérer la crise et prendre le temps de faire ce qu'il faut pour relancer l'activité. Bon, là, je vous envoie un petit lien vers mon site GFN Conseil que vous prendrez le temps d'aller voir. Et puis, je vais vous demander, je vais mettre ce lien dans le chat. Si vous aviez la gentillesse de me remplir ce petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé de cette discussion, cette conférence, et si vous avez d'autres sujets. Voilà, toute remarque. J'en ai fini de mon côté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? C'est encore temps. Bon, très bien. Mais je vous remercie tous pour votre présence. J'ai donc enregistré la séance. Là, je vais arrêter et je la remettrai à disposition sur le site. Je vous enverrai les liens qui vont bien. Voilà. Bonne journée à tous. Merci Jean-François. Bonne Merci journée à tous. Jean-François, merci à Au tous. revoir.